Ce qui va suivre est un podcast du CR 451, Centre de recherche appliquée de l'École de guerre économique. Chaque fois que vous entendrez ce signal sonore, une information sera affichée à l'écran. Merci de votre attention et bonne écoute. Неоколониальный космополитизм. Справедливость и счастье Африку. Bonjour, DST numéro 5. Aujourd'hui, nous recevons un journaliste du magazine Jeune Afrique et sur un thème qui n'est absolument pas courant, c'est la manière dont les Russes recrutent des Africains pour les envoyer sur le front ukrainien, combattre à leur profit. Alors, pourquoi un DST sur un tel sujet ? Tout simplement parce qu'on s'interroge sur le fait que ce qu'on pourrait nous qualifier de munitions informationnelles n'est pas utilisé par le monde occidental tel quel, alors qu'il existe un reportage fortement étayé par tout un tas d'informations, par une enquête, et en plus une vidéo, donc par des prises de vue et des interviews. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais donc donner la parole à Yves Plumet-Bobo, qui est le journaliste de Jeune Afrique, qui a réalisé à la fois cet article, mais aussi ce reportage vidéo. Et je vais d'abord lui demander de se présenter. Merci Christian de m'avoir invité. Je suis Yves Plumet-Bobo, journaliste à Jeune Afrique. Je m'occupe du Cameroun en compagnie d'autres collègues et je fais un peu de culture. Voilà, j'ai rejoint la rédaction il y a 1 an. Tu as quel âge ? J'ai 30 ans. Et comment s'est opérée ta formation universitaire ? Alors, j'ai fait des études de sciences politiques à l'université de Yaoundé 2, donc au Cameroun. J'ai obtenu un master à l'université. Après, j'ai obtenu une licence à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, filière journalisme, avant de m'envoler donc pour la France, où après avoir obtenu une bourse Erasmus, j'ai été admis à l'École supérieure de communication de Lyon, où j'ai obtenu un master en communication. Et ensuite, j'ai été admis à l'École supérieure de journalisme de Lille. Donc voilà, j'ai obtenu un master en journalisme, double diplôme avec l'Institut d'études politiques de Lille. Bravo, c'est un beau Merci. parcours universitaire. Alors entrons directement sur le vif du sujet. Jeune Afrique donc a décidé de faire une enquête dont tu as été le principal acteur sur un sujet qui est quand même assez explosif. C'est pas courant qu'une armée telle que l'armée russe va se donner les moyens d'aller en Afrique pour recruter des jeunes Africains pour ensuite les envoyer au combat avec tous les risques que comporte ce genre de démarche. Comment Jeune Afrique a-t-il décidé de réaliser une telle enquête ? Alors, l'enquête part d'une petite information. Au départ, ce sont des soldats camerounais, 3 soldats camerounais qui sont sur le front de la guerre en Ukraine pour le compte de l'armée russe. Donc, face aux galères auxquelles ils faisaient face, ils ont donc contacté les membres de leur famille et quelques journalistes, quelques lanceurs d'alerte pour dire que voilà, ils n'allaient pas bien sur le front de la guerre et que ils étaient abandonnés. Donc, c'est comme ça que nous sommes tombés sur cette première information. Et ensuite, on a fait un article, donc un petit article sur ce sujet-là. Et après avoir publié cet article, j'ai donc le responsable de la cellule enquête dans de Jeune Afrique, Mathieu Olivier, a dit qu'il n'y a pas moyen qu'on creuse ce sujet-là, de voir un peu plus près comment ils vivent cette guerre-là sur le théâtre, sur le front. Et on a décidé de s'y mettre. Voilà, donc c'est comme ça qu'on commence à creuser. Donc au départ, on se dit, on va trouver quelques documents, quelques personnes qui peuvent témoigner. Mais plus on s'intéressait au sujet, plus on trouvait des éléments. Donc à un moment donné, on a compris qu'en fait, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus
plus vaste qu'un petit reportage. Donc, on a donc pris le chemin de l'enquête pour essayer de retrouver, on s'est donné pour objectif de retrouver des personnes qui étaient engagées dans cette guerre-là, des jeunes Africains qui avaient été recrutés. Et s'il y avait des personnes qui avaient déserté. Donc, on a cherché, on a contacté sur les réseaux sociaux, on a essayé de contacter les familles, on a essayé de chercher les documents et c'est comme ça que l'enquête s'est peaufinée au fur et à mesure. Donc, on est tombé même sur des personnes qui avaient fui la guerre et c'est comme ça qu'on a décidé de mener donc cette grosse enquête-là. Alors, je crois que c'est une enquête, d'après ce que tu m'as dit, qui a duré plusieurs mois. Oui. Donc qui a été assez longue et qui t'a même amené en Lettonie pour rencontrer ces fameux déserteurs qui donc n'étaient plus embrigadés dans l'armée russe, mais qui essayaient de s'en sortir comme ils pouvaient et qui se sont confiés à toi. Enfin, tu as pu les rencontrer. La première personne que nous avons rencontrée, c'est un jeune Ivoirien qui s'est engagé dans l'armée russe. Nous étions en discussion avec lui, nous avons beaucoup parlé par les réseaux sociaux et on s'est dit, est-ce qu'il n'aurait pas d'amis qui sont engagés également comme lui sur le front. Donc on a commencé à fouiller et c'est comme ça qu'on tombe donc sur Alain. Donc Alain, bien évidemment, c'est un nom d'emprunt. Et Alain, c'est un jeune centrafricain qui s'est retrouvé dans la milice Wagner à cause d'une banale histoire de vol de moto. Et il a été donc incarcéré donc dans une cellule en Centrafrique. Et dans cette cellule-là, il reçoit la visite d'un homme, d'un mystérieux monsieur, c'est un blanc, visiblement un russe, qui détient entre ses mains une pile de documents à l'intérieur duquel se trouve donc le sien. Le russe lui propose donc, s'il veut sortir donc, de la cellule, de signer dans sa société de gardiennage ou de rester périr. Donc, bien évidemment, il accepte de signer ce contrat-là pour faire partie des effectifs donc, de la société de gardiennage. Sauf que ce qu'on ne lui dit pas, c'est qu'il est en train de signer un contrat avec la milice Wagner. D'accord, c'est-à-dire, là, ce qui est intéressant, c'est que dans le processus, ce russe blanc a accès à un détenu. Donc ça veut dire qu'il a quand même un certain pouvoir pour aller visiter des jeunes qui sont en prison. Oui. Et sous prétexte de les sortir de la prison, donc d'améliorer leur sort tout simplement, il leur propose un contrat banal pour travailler dans une boîte de gardiennage, comme on dit en France. Sauf que le contrat qu'il signe, il ne le lit pas. Parce que le contrat, il est rédigé en russe. D'accord. Donc en fait, il ne sait pas qui signe. Tout à fait. Lui, il est un centrafricain. Il ne sait pas lire le russe. Donc c'est un jeune qui a grandi dans le ghetto. Bien sûr. Il signe dans ce contrat qu'il ne lit pas, qui est écrit en russe. Et le monsieur, l'auteur de ce contrat-là, lui dit « Écoute, ce que tu viens de signer, c'est un contrat pour faire partie des effectifs de la société de gardiennage. Donc là, on va aller travailler en Russie et tu seras gardien là-bas. » Bien évidemment, il retrouve sa liberté, il a la possibilité d'aller en Russie, il a la possibilité de sortir sa famille de la misère, c'est donc tout logiquement qu'il signe dans ce contrat. Donc, arrivé à Dubaï, il se rend compte qu'en fait, qu'on l'amène dans une salle où il y a plusieurs autres détenus africains qui sont enchaînés. Au fur et à mesure qu'ils évoluent, il y a des jeunes Africains qui sont amenés dans cette pièce-là, avec des chaînes, avec des menottes, et finalement, ils se retrouvent tous en Russie, environ 300 et 400. Ah oui, donc en Russie. Avec un transit par Dubaï, et une partie d'entre eux sont donc convoyés comme si c'était des détenus, en fait. C'est ça. Donc, ils sont convoyés. Et encadrés par des Russes ? Encadrés par des Russes, bien évidemment. Et donc, juste pour rebondir sur cette partie-là, c'est qu'une fois sur place, on l'amène à signer un autre contrat. Et ce contrat-là, clairement, est beaucoup plus strict que le premier contrat qu'il a signé. Et tout le reste des personnes qui ont été embarquées signent ce contrat-là. Et sans formation préalable et sans qu'on leur donne un salaire quelconque, ils sont directement envoyés sur le front
et leur... Alors, quel est leur statut? Ils vont dans la milice Wagner ou ils vont dans l'armée russe? Non, ils vont dans la milice Wagner, parce que là, on est avec la milice Wagner. D'accord. Et au moment de signer ce contrat, moi, quand j'ai discuté avec ce jeune-là, il me dit son pays a signé un contrat avec l'État russe. Donc, tout ce que ce monsieur faisait était encadré et connu donc, par l'État centrafricain. D'accord. Donc, en fait, les gouvernements des pays, de différents pays d'Afrique étaient au courant de ce type de démarche menée par des Russes, parce qu'il fallait un accord pour que, j'imagine, les citoyens, même s'ils étaient dans une situation particulière, c'est-à-dire que c'était des prisonniers de droit commun, puissent sortir de leur pays d'origine pour aller ensuite en Russie. Bien évidemment. D'accord. Donc là, on parle de plusieurs centaines, ce qui est quand même déjà une bonne indication. Est-ce que dans ton enquête, tu as pu déterminer comment étaient employés ces Africains au sein de la milice Wagner? Ils avaient un statut de combattant, ils étaient dans la logistique. Quel était leur rôle, en fait? Ça dépend de l'unité à laquelle ils font partie. Il y a ceux qui sont enrôlés dans l'armée régulière et il y a ceux qui sont enrôlés dans la milice de Wagner. Donc, oui, donc là, tu précises qu'il pouvait y avoir des Africains qui étaient enrôlés dans l'armée russe en tant que Tout à fait. D'accord. Et d'autres qui allaient dans la milice. Qui allaient dans la milice de Wagner. Alors, Richard, quand on parle au moment où nous parlions avec lui, il nous a dit qu'il a des amis, donc qui sont camerounais, burkinabés, qui, eux, sont plutôt entrés dans la milice de Wagner. La particularité des missions accomplies dans le cadre donc, de l'appartenance à Wagner, c'est qu'on vous donne une forte somme d'argent et on vous envoie sur le front. Comme soldat, donc. Comme soldat. Et pour combattre. Et une fois que vous avez terminé votre mission au sein de Wagner, vous êtes libre donc de tout contrat. Mais sauf que là, nous sommes en face d'un contrat de dupe, puisque une fois que vous êtes engagé dans la milice de Wagner, il n'y a pas de possibilité de retour possible. Parce que Wagner a développé tout un mécanisme de dissuasion qui fait en sorte que toutes les personnes qui veulent se rétracter après avoir accompli leur devoir ou alors après avoir rempli leur contrat ne puissent pas le faire. Cela se fait à partir des vidéos de propagande. Quand Alain a été recruté, il nous dit clairement que l'une des premières choses qui ont été faites, c'est qu'on leur a présenté une vidéo où un monsieur avait la gorge tranchée. On broyait le pied des personnes qui voulaient déserter. En fait, là, c'était un mécanisme de dissuasion. D'accord. Parce qu'une fois que vous avez vu cette vidéo-là, vous n'avez plus de force pour fuir parce que vous savez ce qui vous attend. Est-ce que tu as pu, au cours de ton enquête, avoir des informations sur les pertes parmi cette troupe purement africaine travaillant soit pour l'armée russe, soit pour Wagner? On a une idée un peu du nombre de morts, de blessés, ou c'est très compliqué d'avoir cette information? Pour le moment, ce que nous avons pu décompter, c'est une centaine. Mais il y en a plus. Il y en a plus. Il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui sont blessés, il y a ceux qui ont fui. Voilà. Mais nous sommes dans une centaine. Alors, puisque tu es allé en Lettonie pour rencontrer des déserteurs, donc il y en a qui ont pu fuir malgré tout. Comment ils ont fait pour se retrouver en Lettonie et s'extirper des griffes de Wagner ou de l'armée russe d'ailleurs? Ils t'ont un peu raconté ou pas? On n'a pas souvenir, nous, des personnes qui ont fui l'armée. D'accord. On a rencontré des personnes qui ont fui la milice de Wagner. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont été enrôlées et qui en avaient marre de la guerre. Alors, qu'est-ce qui amène Alain à fuir la milice de Wagner? C'est parce qu'il ne supportait pas les affres de la guerre. En fait, au moment où il est recruté, il ne s'imaginait pas que la guerre avait ce visage-là. Une fois sur le front, il raconte que ses oreilles saignaient juste à l'écoute ou sous le bruit des détonations d'armes. Il avait des oreilles qui saignaient du sang. Il ne pouvait pas supporter. Donc, du côté des autorités de Wagner, il n'y a aucune possibilité de négocier, de se dire, écoutez, je vais fuir.
Et là, comment ils ont réussi à fuir, justement? alors, il est allé pendant un combat, au moment où il est envoyé pour aller repérer la position ennemie, c'est à ce moment-là qu'il s'extirpe dans des rangs de la milice de Wagner. Et il se rend aux Ukrainiens? Non, il ne se rend pas. Non, il ne se rend pas. Ah, d'accord. Il fuit et il passe par la frontière pour rejoindre la Lettonie. C'est comme ça qu'il se retrouve donc en Lettonie. D'accord. Donc, pour comprendre ce détail-là, il faut avoir en tête que des jeunes Africains sur le théâtre de la guerre en Ukraine, ceux qui combattent pour la Russie, sont utilisés comme des appâts, comme la chair à canon de Vladimir Poutine. Ce sont des personnes qui sont envoyées sur le front pour aller repérer la position de l'ennemi et pour venir prévenir les autres troupes. Donc, le rôle principal des jeunes Africains, c'est d'aller repérer la position des Ukrainiens et de venir prévenir les autres combattants. Ils n'ont pas de formation préalable, donc c'est à ça qu'on les utilise, c'est-à-dire que de la chair à canon. Alors ça, c'est un détail qui est très important parce que on constate, si je fais des parallèles avec d'autres expériences passées, c'est quand même très particulier l'usage de ces jeunes Africains envoyés sur le front. C'est-à-dire, on sait très bien que, appelons ça des éclaireurs, et dans le contexte précis de la guerre actuelle russo-ukrainienne, qui est quand même, comme tu l'as dit, très dure, très insupportable de par l'intensité du feu, de par les multiples risques encourus par les drones et tout un tas d'autres systèmes, la réalité de ces jeunes Africains, c'est de se retrouver dans une situation dramatique d'une certaine façon, et d'autant plus dramatique que si je veux aller jusqu'au bout du raisonnement, ils n'ont aucune chance de sortir de ce rôle-là, c'est-à-dire ils vont pas ensuite devenir un fantassin comme les autres, voire aller dans une unité logistique, enfin ils sont vraiment uniquement sur ce type de démarche qu'on les oblige à accomplir. C'est ça. Et nous sommes tombés en fait sur le contrat qu'ils ont signé. Et dans ce contrat-là, ils ont la possibilité de gravir des échelons au sein de l'armée pour ceux qui sont engagés au sein de l'armée régulière, mais ils n'ont pas la possibilité d'acquérir un certain grade. Ça veut dire que leur évolution au sein de l'armée est très limitée. Voilà, donc ils ne servent que à jouer ce rôle d'éclaireur, des petits rôles et des rôles dangereux. Il arrive des moments où l'armée russe est exténuée et ce sont des jeunes Africains qui tiennent le front. Tout seul, parce que les autres sont plus capables parce que les autres d'être en posture de combat comme on attendrait qu'ils le soient. Tout à fait. La dernière information en date a été révélée par Sputnik. C'est un jeune Camerounais qui a tenu pendant plusieurs jours un poste de guerre sans la présence des autres combattants russes. D'accord. Donc, il a tenu le poste seul pendant, je pense, une dizaine de jours, si mes informations sont exactes. Sur la base de l'ensemble des témoignages que tu as recueillis, je constate une chose qui, moi, m'interpelle. C'est-à-dire que c'est pas qu'un scoop, le reportage de Jeune Afrique. Ça montre une pratique des Russes qui est en contradiction totale avec le discours officiel de la Russie en tant que pays ami des pays africains. Et là, on parle du rôle de la Russie en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne. Et là, tout ce que tu es en train de nous dire, Yves, c'est pas raccord, comme on dit au cinéma, avec ce discours. C'est autre chose. Et moi, ça me ramène à des vieilles histoires lorsque, à l'époque de la guerre froide, on avait quand même un certain nombre d'Africains qui allaient faire des études en Union soviétique, et un certain nombre de ces Africains se plaignaient de la manière dont ils étaient reçus en URSS et dont ils pouvaient vivre. C'est-à-dire que ça ne se passait pas toujours très bien. Il y avait un racisme anti-africain dans un certain nombre de villes soviétiques. Et j'établis un peu un lien entre les deux, parce que ça a été documenté en son temps.
Il y a eu des témoignages qui ont été recueillis et on voit bien qu'il y a quand même un problème de ce côté-là entre le discours officiel de l'administration de Vladimir Poutine en Afrique auprès des pays qui sont aujourd'hui des alliés de la Russie et la réalité même, c'est-à-dire le comportement des Russes par rapport à des jeunes comme ceux que tu viens d'évoquer. Ce que l'opinion publique ignore, c'est que la Russie est un État profondément raciste de par les documents que nous avons pu nous procurer durant l'enquête. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas habitués à voir des Noirs, disons comme ça, que dès qu'il y a un moindre problème, sont prêts à lyncher des Noirs, etc. Donc, c'est une société profondément raciste. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, on a d'un côté la Russie qui tient un discours de démocratie, d'un pays qui va sauver dont les Africains, etc. On a toute cette propagande russe en ligne qui écume les plateaux des médias pro-russes. Mais de l'autre côté, on a quand même cette réalité que nous décrivons dans notre enquête. Ce sont des jeunes Africains qui sont envoyés sur le théâtre de la guerre et qui vont, sans formation préalable, sont envoyés sur le terrain, sur le théâtre de la guerre et qui sont utilisés comme des boucliers humains, comme de la chair à canon. Donc, à partir de cette petite réalité-là, on peut comprendre ce qui structure la pensée de cette société-là. C'est une société, mais très, très contradictoire au regard des faits que nous évoquons. Alors, on a ce qui s'appelle typiquement un scandale. Et encore, le mot est faible, puisque entre un discours officiel et ce que tu as décrit, il y a là quelque chose qui peut quand même choquer un certain nombre de personnes. Lorsqu'on me pose la question, le reportage que vous avez fait, la vidéo que vous avez faite, quel est l'écho que ça a entraîné dans le monde occidental ? Est-ce qu'il y a eu des réactions, et notamment des médias occidentaux ? Donc, au niveau européen, donc on a Radio France Internationale. Ensuite, on a Al Jazeera qui est venu vers nous, qui a demandé une interview de notre part. Et il y a une télé italienne qui s'est également intéressée à cette enquête-là. Voilà, en dehors de ces quelques médias-là, pour le moment, il n'y a pas grand écho sur cet article. Donc, si je comprends bien, pas de réaction du côté des médias ukrainiens ? Pas en notre connaissance, du moins pour le moment. Et pas vraiment de réaction du côté des médias anglo-saxons ? Pas pour le moment, pas donc, spécialement, oui. C'est-à-dire ni britanniques, ni américains ? Pas encore. Alors, côté africain, justement, le reportage Jeune Afrique que tu as fait, quelle est la résonance ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les pays africains où il a été diffusé, ou lu, ou regardé ? D'un côté, on a un sentiment de colère, on a un sentiment d'incompréhension face à la réaction au traitement que la Russie réserve donc à ces jeunes Africains-là. Parce qu'on a toujours présenté la Russie dans une certaine mesure comme étant un État qui va sauver l'Afrique des griffes du méchant occidental, etc., du méchant européen. Et on a là une réalité en fait qui nous tombe sur la tête des jeunes Africains qui sont envoyés sur le théâtre de la guerre sans formation, qui sont assassinés sur le front. Donc il y a une réaction de colère en même temps. Comment elle se manifeste, cette réaction de colère ? Elle se manifeste principalement sur les réseaux sociaux et sur les messages que nous recevons, même en privé, des gens qui nous disent « Écoutez, voilà, c'est une réalité qui était ignorée, existante, mais qui était ignorée jusque-là. » Sur les réseaux sociaux, on a des posts des personnes qui pointent du doigt le double standard donc de la Russie, le double discours de la Russie. Voilà, donc ça se manifeste un peu de cette manière-là. Alors, les réseaux sociaux, nous, jusqu'à présent, on avait l'impression qu'ils étaient largement dominés par la propagande pro-russe. Tout à fait. Qui avait beaucoup de relais, y compris africains, qui exprimaient les éléments de langage de cette propagande. Alors, cette partie-là des réseaux sociaux, quelle a été sa posture par rapport au reportage et à l'enquête que tu as menée ? Alors, c'est une posture de désaveu. Et le désaveu portait sur un élément de langage simple. C'est-à-dire que vous avez, à une certaine époque de l'histoire,
la France qui a eu recours aux tirailleurs, pourquoi est-ce que la Russie ne devrait pas avoir recours? Pourquoi est-ce qu'un média français parlerait des tirailleurs alors que la France elle-même a eu recours aux tirailleurs? Donc, en quelque sorte, on désavoue la stratégie de la Russie, mais n'oubliez pas, vous, Français, vous, Européens, qu'à une certaine époque de l'histoire, à un certain moment de l'histoire, vous avez eu recours aux tirailleurs. Donc, s'il y a bien une personne qui doit parler, qui doit désavouer cette stratégie-là, ce n'est pas vous, parce qu'à une certaine époque, vous en avez été coupable. Donc, on a ce genre de manifestation-là, principalement. Mais il y a une petite frange qui estime que, bien évidemment, ils sont prêts à aller sur le théâtre de la guerre, et même certains jeunes Africains qui continuent à s'entêter, à se dire, écoutez, nous sommes prêts à nous battre aux côtés de la Russie contre le géant européen, contre le géant occidental. Alors ça, c'est un point important parce que il est très compliqué d'argumenter autour de ce que tu viens de dire. Si je prends le cas des fameux, par exemple, régiments de tirailleurs sénégalais, qui ont, en France, effectivement, eu un rôle non négligeable lors de conflits armés, et pas les moindres, si on s'en souvient. C'est-à-dire que ce soit la Première et la Seconde Guerre mondiale, ce que je constate quand même, c'est que le statut des tirailleurs sénégalais, ou d'autres, même s'il y a eu des problèmes, et non des moindres, je pense notamment à un incident très très dur à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on refusait de leur payer leur contribution à leur engagement armé aux côtés de la France. Il y a eu un cas comme ça qui a marqué les esprits, mais j'ai quand même le souvenir que d'abord c'est des régiments et que ils n'étaient pas uniquement, ces gens-là, envoyés en avant comme des éclaireurs, à l'image de ce que tu décrivais par rapport à la milice Wagner ou à l'armée russe. C'est-à-dire que c'était un régiment à part entière qui combattait. Alors certes qu'il y avait des pertes, et souvent des pertes assez importantes si je prends la Première Guerre mondiale, mais il y avait quand même le respect de cet individu qui était un militaire portant un uniforme, qui se battait certes pour la France, mais pas pour son pays d'origine, mais qui était considéré comme un soldat à part entière, pas comme un supplétif qu'on envoyait au-devant pour aller voir si l'ennemi était là, et peu importe ce qui puisse lui arriver après, pour peu qu'il ait informé ceux qui étaient derrière afin de réagir. Donc, je mesure l'extraordinaire difficulté de faire la différence. C'est-à-dire que quand la propagande pro-russe dit « mais en fait, c'est normal que la Russie recrute des jeunes Africains puisque les Français ont fait la même chose à d'autres époques », sauf que ça ne s'est pas du tout passé de la même manière. C'est-à-dire que dans le cas de l'armée française, bien entendu, il y a eu des pertes très importantes dans les rangs de ces tirailleurs, mais c'était des vrais soldats. C'était pas des gens qu'on considérait comme une sorte de force supplétive d'appoint qu'on utilisait uniquement, finalement, pour identifier la présence de l'ennemi, mais qui n'était pas considérée comme une force combattante à part entière. Parce que j'ai quand même noté que, et ça, c'est la question que je pose, en Afrique, l'image du tirailleur, il y a des gens qui s'en réclament. Enfin, je veux dire, il y a une mémoire de ces gens-là qui n'est pas forcément négative. Comment, toi, tu le perçois, ce sujet-là ? Alors, je pense que d'un côté, il y a une vision très, très simpliste quant à l'analyse de ce qu'est un tirailleur dans une certaine frange de la population, certains qui considèrent que tirailleur, c'est un terme très péjoratif et donc on ne devrait pas l'employer. Le fait d'employer le terme tirailleur pour des vrais soldats qui ont été formés, qui ont été envoyés au front est quelque peu dégradant. On ne devrait pas dire tirailleurs, on devrait dire des soldats donc africains qui ont combattu aux côtés donc de la France et ont contribué à la libération de la France. Voilà, le fait de dire tirailleurs, c'est quelque peu les dévaluer. D'accord.
Voilà, ça c'est ceux qui considèrent que, bien évidemment, c'est péjoratif. De l'autre côté, on a ceux qui considèrent que tirailleur, ça traduit quand même une certaine réalité et c'est bien évidemment le mot qu'il faut utiliser pour parler donc de ces gens-là. Et il y a ceux qui s'en revendiquent, qui disent clairement, écoutez, j'ai été un tirailleur et voilà. Et ça fait partie de leur vie. Ça fait partie de et leur ils vie. ne renient pas. Ils ne renient cet pas, engagement. ils assument d'ailleurs ce statut-là. Voilà, moi je pense que c'est un problème de paradigme et de perception. Donc il y a deux perceptions. D'un côté, ceux qui considèrent que c'est très très péjoratif et que c'est en quelque sorte d'évaluer l'effort des Africains dans la libération donc de la France, et de l'autre ceux qui assument et vivent avec. Et puis on peut rajouter quand même une petite nuance, c'est que le recours au régiment de tirailleurs ou le recours aux soldats africains dans le cadre de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, c'est comme tu viens de le dire, c'était quand même pour libérer la France d'une puissance occupante, l'Allemagne en l'occurrence. Durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne occupait une partie de la France. La Seconde, elle a occupé même la totalité de la France. Et l'aide de ces régiments, c'est quand même une force de libération. Et tout l'honneur qu'on peut reconnaître officiellement à ces régiments, c'est d'avoir participé à cette libération. Tout à fait. Alors que les Africains qui sont aujourd'hui envoyés sur le front ukrainien, c'est pour servir la cause d'une armée qui a envahi un pays qui s'appelle l'Ukraine. C'est ça. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Bien évidemment, c'est le fait de prendre des jeunes Africains et les faire participer à une injustice. L'enquête d'Yves Plumet-Bobo révèle un point faible significatif du narratif russe dans ce qu'on appelle désormais la lutte informationnelle. Contrairement à ce que la Russie voudrait nous faire croire, c'est une puissance qui masque ses actes de prédation derrière un discours idéologique hérité de la guerre froide. Recruter des jeunes Africains pour en faire de la chair à canon sur le front ukrainien n'est pas ce qu'on pourrait appeler un acte libérateur. C'est justement tout le contraire. Le magazine Jeune Afrique nous délivre ici une véritable preuve à charge prenant à revers la propagande russe. Pourtant, cette munition informationnelle reste mal utilisée par le camp occidental. Ainsi se clôture la première partie de ce DST. Danger, sursaut, transmission. Rendez-vous prochainement pour la suite de cet entretien.